premier temps fort, on va se pencher justement sur les conséquences de la crise sanitaire sur le tourisme dans le monde d'après. Le tourisme, et on vient de l'entendre, a été l'un des secteurs les plus durement impactés par le Covid, puisque son bon fonctionnement est évidemment très dépendant des contraintes sanitaires, mais surtout pendant 2 ans, on a beaucoup pointé ses excès. Le tourisme de masse, le surtourisme, ses dégâts sur la planète. Et on a vu émerger de nouveaux besoins du consommateur, notamment pour un tourisme plus responsable et pour un tourisme de proximité. Alors qu'est-ce qui a vraiment changé au cours de ces 2 dernières années? Pour répondre à cette question, j'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés Christian Delon, secrétaire général de A World for Travel, qui se présente un peu comme le Davos du tourisme, un forum international qui se tient tous les ans et dont la première édition a eu lieu l'année dernière au Portugal. Christian, tu peux prendre place, vas-y, où tu veux, sous vos applaudissements bien sûr. On a le plaisir d'accueillir également Jean-Baptiste Tréboul, directeur de la publication de la revue Espace, la fameuse revue sur le tourisme. Espace, c'est un bimestriel, c'est aussi des hors-séries et c'est un site internet d'actualité. Jean-Baptiste, bonjour. Et puis évidemment, va nous rejoindre sur scène, à nouveau Franck Louvrier, le maire de La Baule-Escoublac. Bonjour monsieur le maire. Et puis alors on va voir si en visioconférence, est-ce qu'on a notre 4e invité? Normalement, on devrait le voir s'incruster dans nos écrans. Voilà, il est là. Bonjour Michel Durieux. Bonjour, vous nous entendez bien? Michel, je rappelle que vous êtes le directeur général d'Utopia. Il y a 20 ans, les fondateurs d'Utopia avaient été un peu des précurseurs qui, en se spécialisant dans l'aménagement et l'exploitation des campings nature et des villages forestiers, ce qui était évidemment très nouveau il y a 20 ans. On reparlera de tout ça avec vous. Messieurs, on ne va pas pouvoir parler de tout, évidemment, on est limité par le temps. J'ai donc organisé un peu cette table ronde en thématique. On va parler évidemment du tourisme responsable, tendance ou pas tendance. On va parler du tourisme de proximité, tendance ou pas tendance. On va parler, et Franck Louvrier et Antoine Cachin l'ont évoqué, la fin du tourisme de masse, d'accord ou pas d'accord. Bref, chaque chose en son temps, on ne va pas brûler les étapes. Je vais vous demander évidemment les réponses les plus synthétiques possibles, parce que ce serait bien que la salle aussi puisse s'exprimer, puisse vous interroger, commenter. Donc on a des micros là qui se trouvent de chaque côté et on prendra évidemment le temps de vous écouter. Avant tout, en guise d'introduction, j'aimerais qu'on s'arrête un peu, mais très, très rapidement évidemment, mais avec chacun d'entre vous, j'aimerais qu'on s'arrête sur cette expression monde d'avant, monde d'après. Christian Delon, sans entrer dans les tendances et les évolutions dont on va parler juste après, est-ce qu'on peut parler, Christian, d'un tourisme d'un monde d'avant Covid et d'un tourisme d'un monde d'après Covid? Alors, à mon sens, oui, si on doit répondre oui ou non. Mais évidemment, il y a des nuances à apporter. À mon sens, oui, parce qu'on ne peut pas sortir d'une situation où nous sommes mondialement calfeutrés, parce que moi, j'essaie d'avoir une vue mondiale. Ça sera peut-être mon originalité avec Michel aussi, qui est à l'OMD, mais d'avoir une vision un petit peu plus large. Et effectivement, le monde s'est calfeutré, le monde a été sidéré, et il y a des évidences qui étaient des signaux très faibles avant, qui sont devenus des signaux forts. Et ça, là, dans à peu près tous les comportements du voyage. Parce que quand on dit tourisme, moi je voudrais parler voyage, et je voudrais aussi qu'on parle voyage professionnel. Quel est le futur des voyages professionnels? Quel est le futur du voyage, évidemment, de loisirs? Et quel est le futur du voyage des événements et des congrès? Et sur ces 3 ensembles, il va y avoir des évolutions d'ailleurs différentes de l'une et de l'autre. Donc oui, moi, ma réponse est oui, effectivement. Oui, il y a des quelque chose signaux qui s'est passé. faibles qui sont devenus des signaux Absolument. forts pendant cette pandémie. Jean-Baptiste Tréboul, quel est votre avis? Est-ce que, d'après vous, il y a une vraie rupture? Vous êtes un spécialiste, vous, du tourisme, vous connaissez bien ce secteur. Est-ce qu'il y a une vraie rupture avant le Covid et après le Covid ou pas? Moi, je dirais non. Non, ouais. Pas de rupture. Non, mais c'est intéressant. Voilà, bon. Alors, je ne devrais pas dire ça, parce que objectivement, en tant que média, le tourisme dans le monde d'après, ça se vend extrêmement bien. C'est très positif à tout point de vue.
C'est une vraie attente du lectorat. Les gens ont envie qu'on parle de ça, qu'on leur explique. Mais objectivement, moi, je vois aussi beaucoup de signaux qui font que dans les destinations, en France comme à l'étranger, on est aussi en train de reprendre des bonnes vieilles habitudes. Les grands spots touristiques restent très fréquentés. Les modes d'hébergement qui étaient très populaires le restent. Donc je ne suis pas certain qu'il va y avoir une transformation radicale. Il y a eu une accélération des changements en cours, mais une transformation radicale où on dit rien ne sera plus jamais comme avant. Très franchement, j'en suis pas convaincu. Mais cela dit, ça ne me poserait pas de problème que ce soit. Non, mais c'est intéressant, Michel Durieux. Est-ce que vous avez entendu nos deux premiers intervenants qui sont pas d'accord? Il y en a un qui dit oui, il y a une rupture, l'autre qui dit non, pas franchement de rupture. Vous situez où dans ce débat? J'ai parfaitement bien entendu. Alors d'abord, je ne peux dire qu'il n'y a qu'un monde d'après, puisque j'ai écrit un livre au Cherche Midi qui s'appelle L'après, tourisme et humanité pendant le confinement. L'après ne veut pas dire qu'on bouleverse tout et qu'on change tout. Il y a un après-Covid. C'est logique et ça a des impacts. On a des impacts sur les comportements sur les frontières, on a des impacts sur la capacité aérienne, on a des impacts sur la capacité d'hébergement, les types d'hébergement, sur la distribution, sur le retour des croisières. Donc il y a un après. Ce qui ne veut pas dire qu'on fait table rase de ce qui existait. On le voit bien, il y a des tendances qui étaient présentes avant et qui s'accélèrent. Il y en a d'autres qui sont en train de disparaître. Donc il y a bien un après. Après maintenant, il va falloir qu'on se mette d'accord sur qu'est-ce qu'on y met dedans. Oui, on va en reparler. En tout cas, il y a un après. Franck Louvrier, comme disait Houellebecq, le monde d'après sera comme le monde d'avant, mais en pire. Vous vous situez où, vous, dans ce débat? Est-ce que vous voyez une vraie rupture ou pas? Je vais être moins pessimiste que Houellebecq, qui en général a plutôt une tendance pessimiste. Je suis d'accord avec lui, mais ce ne sera pas en pire. Oui. Je pense en fin de compte qu'il n'y a pas de monde d'avant et de monde d'après, c'est le même monde. Je n'ai pas l'impression d'avoir énormément changé depuis 2 ans. La seule chose, c'est que le mode de consommation va se différencier, va s'accélérer. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'il suffit de voir votre vie quotidienne. Moi, je prends un exemple, on ne faisait jamais de visio. Les visios, maintenant, c'est quasiment... vous avez le choix entre vos réunions et vos visios. À la région, c'est une bonne chose, c'est même très simple, parce que quand on pense qu'on faisait plusieurs centaines de kilomètres pour une réunion à Nantes, maintenant, l'affaire est à peu près réglée. À chaque fois, ça se passe en distanciel. Donc, il y a un mode de consommation qui a évolué. Et ce mode de consommation a amené sans doute à accélérer des tendances qui étaient, en fin de compte, plutôt de petite consommation et qui est devenue une grande consommation. Et quand on parle, notamment, ce qu'on disait tout à l'heure, sur le tourisme durable, le tourisme slow tourisme, etc., qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il y avait une volonté depuis très longtemps, des Français notamment, mais aussi des étrangers, d'avoir une nouvelle consommation touristique. Et c'est vrai que le fait est, c'est que ce n'était pas imposé. Je pense qu'il y a une inversion qui s'est passée, c'est que maintenant, il y a des thèmes, il y a des approches de consommation touristique qui deviennent majoritaires alors qu'elles étaient minoritaires avant la crise. Et cette recherche de vouloir... profiter du moment, de vouloir peut-être à un moment donné être moins dans la consommation touristique de masse comme on a connu dans les années 70 après cette libération, etc., fait que ça devient maintenant plutôt le principal et que la recherche de qualité redevient le principal et la masse redevient plutôt l'accessoire. Et donc on a une recomposition de cette consommation qui fait qu'aujourd'hui, il faut qu'on s'adapte à ça. Alors tant mieux, je disais tout à l'heure, pour la région des Pays de la Loire, parce que la région des Pays de la Loire, elle a une multiplicité d'offres qui fait sa richesse et sa force, notamment son attractivité, que ce soit sur le vélotourisme ou sur d'autres offres de ce type. Mais c'est vrai que le monde d'avant, le monde d'après, en fin de compte, c'est le même, avec une consommation différente. Il fallait résumer un peu. Jean-Baptiste ? Je voulais juste rebondir sur la visio, parce que ça pour le coup, c'est un vrai changement. Et François-Xavier, on a écumé ensemble tous les colloques et les congrès sur le MICE, le voyage d'affaires, où on parlait toujours, est-ce que la visio va remplacer le déplacement professionnel? C'était toujours non.
Là, clairement, il s'est passé quelque chose et il va y avoir, à mon avis, une diminution des déplacements professionnels, voire des déplacements de type séminaire et événements. Ce qui est frappant, pour l'anecdote, c'est que maintenant, entre deux personnes, quand on doit se joindre ou s'appeler, au lieu de se passer un coup de fil, on se fait une visio à deux. Donc c'est quand même... ça sert à rien objectivement, mais ça a quand même changé les... Alors, on reviendra après, mais après, il y a un autre changement qui est fort, moi je trouve, mais qui était déjà à l'œuvre, c'est le vélo électrique. Ça, je pense que dans les... On va y revenir après, oui, tout à fait. Christian, juste sur cette thématique. Ben, cette thématique, elle est, Très vite. elle est fondamentale, parce qu'il n'y a peut-être pas... je ne sais pas si tu as prévu de nous poser des questions sur le modèle économique, mais ça a une conséquence extrêmement forte sur les modèles économiques. Si le marché professionnel baisse dans des proportions telles qu'il baisse, et on le voit même en dizaines de pourcents, vous imaginez bien que la contribution de ce marché à l'économie du secteur, que ce soit dans le transport, que ce soit dans l'hébergement, est extrêmement forte. Tu grilles des étapes parce qu'en effet, on va reparler de cet impact sur les prix. Mais c'est fondamental. Exactement. Parce que ça va expliquer tous les autres changements. Exactement. Non, mais ça, en effet, on y reviendra. On va dérouler un peu les thématiques. La première thématique, on l'a déjà évoquée, c'est ce fameux tourisme responsable. Christian Delon, on en parle quand même depuis des années, de ce tourisme durable, responsable, tourisme vert. Est-ce que véritablement le Covid a été un accélérateur sur cette thématique, et qu'est-ce qui a fondamentalement changé en matière de tourisme responsable depuis le Covid? Alors, le tourisme responsable sort de sa niche, si j'ose dire. Voilà. Nous avions, on avait l'habitude de dire le tourisme responsable, c'est une partie de l'offre. Maintenant, tout le tourisme doit être responsable ou pas. Et on le voit très bien au travers des actions et des communications des compagnies aériennes. Je sais que ce n'est pas le plus facile pour aborder le tourisme responsable, incontestablement. Mais vous voyez, tous les efforts qu'ils font pour essayer de nous convaincre. Alors, il y a un peu de greenwashing, il y a un peu de vérité, il y a beaucoup de délais surtout entre les décisions et les annonces et les effets. Mais il n'y a plus une compagnie aérienne qui n'essaie pas même de nous dire qu'ils font des efforts en matière au moins climatique. Avec un problème majeur, comme disait Antoine Cachin, c'est qu'il n'y a pas de solution technique dans l'aérien. Alors qu'il n'y en a pas. Voilà. Aussi, il y a un peu le carburant vert, mais à part ça, il n'y a rien. Et puis, il n'y a pas de ressources vert, technologiques. c'est 0,1%. Il y aura peut-être les avions électriques sur des courtes distances. Bref, on va sans rentrer dans le détail. On va pas rentrer dans mais c'est vrai pour le reste. Et il faut que vous sachiez que le plus gros impact climatique du secteur sur le climat, c'est l'hébergement. Or, sur l'hébergement, il y a des solutions. Et il y a beaucoup de solutions. Mais tout ça va demander, c'est pour ça que je voudrais qu'on parle de des modèle économique. Bien sûr. Tout ça va demander beaucoup d'investissements. C'est-à-dire que ces phénomènes-là sont en train de prendre le pas. Alors, est-ce que la demande change? Oui, moi je suis 1000 fois d'accord. C'est la première fois que j'entends un politique le dire, et donc je le félicite parce que c'est pas facile. Il y a un changement dans le comportement des gens. Il est sous-jacent parfois, il est exprimé d'autres fois, mais il est en train de se structurer dans la demande. Et moi je prends ce pari, il va y avoir une exigence petit à petit, secteur par secteur, de la jeunesse d'abord, puis des familles, et enfin peut-être des seniors, d'accéder à une sorte de tourisme, je dirais, plus pur. Voilà. Alors, après, culturel, naturel, toutes les autres tendances sont bien là dans le marché, mais effectivement, je pense que les labels, la demande demain va être beaucoup plus importante, de s'assurer que l'impact sera le meilleur possible. Alors, il va y avoir une demande progressive pour ces sujets-là. Jean-Baptiste, c'est toujours un peu le même sujet quand on parle de tourisme responsable. On a des consommateurs qui disent qu'ils veulent plus de tourisme responsable, mais de l'intention aux actes, il y a souvent un grand écart. Et tu connais bien le monde des agences de voyage. Il n'y a pas un client qui entre dans une agence de voyage et qui demande aujourd'hui un produit plus responsable. Donc, il y a toujours ce fossé, cet écart-là. Je pense que c'est un peu comme pour le monde d'après, c'est-à-dire qu'il faut quand même un peu distinguer le phénomène médiatique et la réalité des choses. Oui. On pourra poser la question à Michel Durieux, mais citez-moi plusieurs entreprises du tourisme majeures qui incarnent le tourisme responsable. À part Utopia, moi j'en connais pas. Donc, Voyageurs du monde un peu, mais il est plus incarné par le luxe ou le sur-mesure. C'est quand même les mots-clés qui viennent d'abord.
faire coller un mot-clé tourisme responsable à une grande entreprise de tourisme ou à un territoire touristique, ça me semble pas si évident que ça. Donc je mettrais quand même un bémol là-dessus. Ensuite, les clients, là-dessus, je suis pas du tout certain qu'ils aient beaucoup évolué, parce que les clients qui compensent leur voyage et qui choisissent vraiment en fonction de ces critères-là, bon, c'est pas encore le cas complètement, et c'est quand même encore le prix qui est quand même déterminant. Donc là aussi, je suis un peu sceptique. En revanche, je pense que pour les entreprises du tourisme, et on reviendra là-dessus, mais le problème majeur et le changement majeur pour moi du monde d'après, c'est la difficulté de management et de ressources humaines. C'est là où il y a eu une vraie fracture. Et aujourd'hui, les entreprises du tourisme sont obligées d'afficher et de s'engager si elles veulent recruter. Donc la motivation, elle est là. Et c'est là où, à mon avis, le changement va se faire. Oui. Michel Durieux, on parle de tourisme responsable. Utopia est encore citée comme l'une des entreprises, en effet, qui mettent en avant cet ADN un peu de responsabilité. Est-ce que vous sentez, Michel, un changement de comportement des consommateurs avec le Covid vis-à-vis de ces sujets-là, ou est-ce que c'est encore très timide ? Ah, on ne vous entend pas. Mettez le son, Michel. Pardon. Voilà. Non, toujours pas. Je vais dire un peu comme mes collègues précédents. Finalement, l'évolution, elle se fait très lentement. Il y a une demande qui change, il y a une volonté. Après que cette volonté, elle se traduise par des actes, ça se fait petit à petit. Il y a un manque de moyens, donc on revient au prix, c'est ce que disait Jean-Baptiste tout à l'heure. On a les trois volets, l'économique, l'environnemental et le social. On parle beaucoup de l'environnemental. Et Utopia, dans ce cadre-là, est une référence. Ça veut dire un modèle réversible qui va s'implanter dans des paysages intérieurs ou sur du littoral ou de la montagne, mais avec cette volonté d'empreinte carbone minimale. Mais ce qui est important, et Utopia en est l'un des exemples, il y a un réel modèle économique derrière, il y a une réelle volonté d'accessibilité en termes d'offres et de différenciation d'offres qui permet à des publics différents de pouvoir venir sur nos utopias. Donc il y a ce côté social, il y a la création d'emplois sur des territoires avec un développement territorial. On le voit, il y a des villages utopias qui sont implantés au milieu de rien, on va dire, et on arrive à créer un développement économique. C'est ça le tourisme responsable. C'est pas seulement, on va dire, l'empreinte carbone. C'est un tout. Et je pense que actuellement et dans les mois et dans les années à venir, nos évolutions et les évolutions des entreprises du tourisme, il va falloir trouver des modèles économiques. Utopia a trouvé un modèle économique. Philippe et Céline Bossan, ils ont trouvé ce modèle qui est à la fois économique, environnemental et social. Mais tous les secteurs du tourisme ne vont pas pouvoir s'adapter à la même vitesse. Ce sont des investissements très importants, donc il va falloir parler d'accompagnement. Et là, il va falloir que la partie publique, certainement, accompagne le secteur privé. Et après, les clients, on le voit, reviennent quand même sur des comportements immédiatement, ce qu'il y avait avant la crise de Covid. On l'a vu, par exemple, avec la consommation de produits locaux. Pendant le confinement, tout le monde voulait consommer local. Après le confinement, on a consommé un peu moins. Et 6 mois après, 80% des gens qui avaient commencé à consommer local ont arrêté. Et là, dans le tourisme, on est un peu aussi dans cette tendance. Alors c'est vrai que par contre, il y a une très forte accélération sur la demande du tourisme nature, et Utopia a une évolution très forte, mais les campings, la FNHPA a communiqué avant-hier
des chiffres avec une croissance pour cet été de plus de 30%. Donc c'est une tendance qui est générale. En tout cas, voire plus large que le climat, que l'environnement. Franck Louvrier, sur un territoire comme le vôtre, un tourisme plus responsable, ça peut signifier évidemment une priorité donnée aux mobilités douces, par exemple. On parle beaucoup des mobilités douces, comme le vélo, Jean-Baptiste l'évoquait. Ça peut être aussi une priorité donnée aux circuits courts, par exemple. Est-ce que l'écotourisme est un axe de développement pour un territoire, pour le territoire de la Presqu'île ou pas? Oui, alors je vais d'abord essayer de répondre à la tendance du moment. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? Il faut être pragmatique. Le tourisme, c'est un consommateur. Le Français est consommateur. Il est électeur, il est aussi consommateur en tant qu'électeur. Et on le voit dans les résultats des élections. Donc de ce fait-là, il s'adapte au moment et il a la pression. La pression sociale, la pression économique. Aujourd'hui, le premier secteur qui est touché par l'évolution, justement, de cette tendance vers plus de responsabilité, vers plus de tourisme, je dirais, protecteur de l'environnement, c'est bien évidemment le maïs. Parce qu'aujourd'hui, une entreprise, elle a plus de comptes à rendre que le consommateur lambda qui part en vacances. Quand vous faites un séminaire, on est bien placé pour le savoir ici, vous avez des comptes à rendre maintenant en matière environnementale. Donc déjà, la pression économique et la pression d'entreprise amènent à changer votre comportement en matière de consommation. Donc c'est pour ça qu'il faut revoir totalement l'approche de la consommation événementielle, c'est-à-dire la consommation en matière de maïs. Je veux dire, faire la même chose qu'avant, c'est aller droit dans le mur. Il ne faut pas se leurrer. C'est qu'aujourd'hui, on va être obligé de s'adapter. La preuve, c'est que maintenant, on fait même des tables rondes avec des gens en distanciel. Donc tout ça fait qu'il faut s'adapter à une consommation totalement différente. Donc ça, c'est la première évolution, je dirais, qui va nous arriver très très vite et dont on ressent déjà dans les carnets de commandes les changements de comportement. Il ne faut pas se leurrer. Moi, je pense que le secteur le plus mis à mal par cette crise, c'est d'abord le secteur de l'événementiel et du maïs. Parce que justement, il y a la pression de l'entreprise qui fait qu'on ne peut pas faire comme avant, c'est pas possible, maintenant il faut faire différemment. Et puis après, on a le consommateur, je dirais individuel ou familial, du tourisme. Lui, bien sûr qu'il va être touché par cette évolution. Alors, il va avoir un comportement un peu plus différent. Mais je suis désolé, maintenant, le campeur qui est dans l'hôtellerie de plein air, il va être poussé à faire du tri. Ce qui n'était pas le cas il y a une quinzaine d'années, même plus. Donc toutes ces évolutions-là, elles ont lieu. Et si vous ne faites pas de tri dans un camping, vous allez voir ce que ça va être dans 20 ans. Bah, même pas dans 20 ans, que je te raconte dans 5 ans, ça sera la révolution dans le camping. Donc on va avoir des comportements qui vont être différents. Donc il va falloir s'adapter au fur et à mesure à ces comportements-là. Et le fait est, c'est que si on ne le fait pas maintenant, on risque d'être complètement déclassé. Parce que là aussi, la compétition, en la matière, elle est mondiale. Alors vous me parlez bien sûr du vélo-tourisme, etc. Bon, bien, pour nous, c'est un enjeu phénoménal ici parce qu'on est la première région cyclotouristique de France, on a 3000 km de domaines cyclables et on sait très bien que c'est un atout, à la fois un élément d'attractivité très fort, notamment de tous les pays d'Europe du Nord. D'Europe du Nord, je dirais en tirant une ligne horizontale à partir de l'Angleterre, hein, c'est-à-dire aussi bien les Anglais, les Allemands, les Belges et puis toute l'Europe du Nord. Donc on sait que c'est un élément attractif dans lequel les politiques ont investi depuis des décennies. Et ça, c'est une très bonne chose parce que ça fait partie des infrastructures que vous ne pouvez pas décider au dernier moment. Ce n'est pas possible. Donc, c'est à force d'investissement et on s'aperçoit qu'on est plutôt dans la tendance sur ce sujet. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Et il faut continuer, bien sûr, à aller plus loin parce que maintenant qu'on a l'infrastructure, il faut travailler sur l'accueil. Parce que quand vous venez en vélo, c'est bien de pouvoir rouler, mais après, vous voulez ranger votre vélo, vous voulez pouvoir recharger votre batterie si c'est un vélo électrique, etc., etc. Donc on a tout un travail maintenant, je dirais, l'étage 2 de la fusée en la matière. Mais ce qu'il faut bien, c'est toujours avoir un coup d'avance en matière touristique. Et ce coup d'avance-là, aujourd'hui, il est dans cette consommation responsable. Et je ne vois pas comment aujourd'hui on pourrait refaire comme avant. C'est pas possible. Et on le voit bien dans plein de secteurs. Donc je vous dis, le plus urgent, c'est tout ce qui est maïs. Et ensuite, on va voir sur la consommation de l'hôtellerie, de la restauration, de l'hôtellerie de plein air, de tous ces secteurs qui, au fur et à mesure, devront s'adapter à cette nouvelle offre. C'est pour ça que la tendance qui est née de cette crise va vraiment transformer le comportement du consommateur parce qu'il va avoir la pression sociale.
Parce que je suis désolé. On dit oui, mais on revient comme avant. Non, c'est pas possible. Parce que la grand-mère qui va vouloir partir en avion, on va lui dire grand-mère, franchement, tu pourrais partir en train. Et ses petits-enfants vont lui dire, parce que ses petits-enfants, ils vous donnent des leçons d'environnement. Moi, ma fille de 18 ans, elle est dans la cuisine, et je peux vous dire, elle n'est pas écolo du tout, c'est pas son style, mais elle a déjà ce comportement-là. Et attention, hop, donc toute cette éducation va accélérer le comportement du consommateur. Jean-Baptiste, et puis après Christian. Oui, je voulais rebondir sur la nécessité du coup d'avance. Parce qu'on a bien vu que ça, c'était justement un problème pendant les périodes de confinement où on a réouvert les vannes. On l'a constaté dans le rétro-littoral, on l'a constaté beaucoup en montagne. C'est qu'en fait, l'offre n'était pas du tout prête à accueillir autant de touristes qui déboulaient comme ça. Et le tourisme, c'est quand même un secteur où c'est l'offre qui crée un peu la demande. Je veux dire, quand il n'y a pas d'offre, on ne peut rien faire. Et là... voilà, il y a eu quand même des vrais problèmes de surtourisme dans des endroits où il n'y avait personne parce qu'un tout petit peu, c'était déjà trop. Donc s'adapter, ça va être un véritable enjeu parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer ? Les touristes, ils vont retourner au même endroit où on sait gérer des flux, où on sait gérer de la masse, etc. Donc ça, je pense que les destinations ont un vrai travail à faire pour d'accueil et de gestion des flux dans des endroits qui n'étaient pas prévus pour ça à l'origine. Christian, très vite. J'ai vraiment envie de parler d'économique, franchement. Ah oui, mais on va en parler. On va en parler je pense des modèles qu'on est en train de économiques, passer, parce que tout va dépendre de ça. Non, pour répondre à... Oui, tout va dépendre de ça, mais il faut d'abord poser les problèmes, Christian. Non, mais je pose le problème. Le problème, il est très simple, c'est que les évolutions, certes, sont progressives, mais elles sont progressives en accélération. C'est surtout ça qu'il faut voir. C'est-à-dire, bien sûr, il n'y a pas de grand soir. On n'est pas en train de dire il y a le monde d'avant, le monde d'après, avec une rupture totale. Mais il y a un certain nombre de pressions, dont les prix, on va en parler, qui vont, eux, amener le consommateur à décider autrement. Et nous, on passe en fait d'un modèle, moi c'est mon point de vue, productiviste, donc baisse les coûts, baisse les prix, on augmente les volumes, à un modèle beaucoup moins productiviste, il y en aura encore, mais qui sera beaucoup plus sélectif et où on va restaurer les marges. Et grâce à cela, on va pouvoir faire la transformation. Sinon, c'est du blabla, la transformation. S'il n'y a pas les moyens de le faire, je ne vois pas quel opérateur se paiera le luxe, après la crise qu'on a eue et l'endettement qui en est sorti. Il y a eu des pays qui ont été plus, je dirais, accompagnés que d'autres. Il y en a d'autres, ils n'ont pas les moyens du réinvestissement. Nous, on aura peut-être un peu cette chance-là, mais on y reviendra tout à l'heure. Oui, juste avant d'aborder... Je voudrais rebondir, pardon. Oui, Michel, très vite. Sur ce que vient de dire Christian, on le voit, là, il y a une tendance inflationniste sur tous les secteurs, mais en particulier dans le tourisme. Et il ne va pas falloir oublier qu'avant la crise Covid, on avait déjà à peu près 35% des Français qui ne pouvaient pas partir en vacances. Là, on est en train d'arriver dans une zone qui a plus de 40% des Français qui ne peuvent pas partir en vacances. Si on continue à avoir une inflation encore plus forte que pour le reste de l'économie dans le tourisme, on va avoir une pression sociale sur cette possibilité et sur cette impossibilité de pouvoir partir en vacances. Je pense que c'est important de bien l'avoir en tête parce que dans les prochains mois, ça risque d'être une problématique majeure. Oui, complètement, mais ne vous inquiétez pas, on va en reparler, Christian, je vois, il panique, mais oui, on va passer un peu de temps là-dessus. Juste une thématique connexe avant d'aborder les problèmes du modèle économique, parce que c'est important pour les territoires, le tourisme de proximité qui a été... qui a été une thématique très émergente pendant ce Covid, par la force des choses, évidemment. Est-ce que, Christian, le tourisme de proximité, c'est un phénomène temporaire ou c'est un phénomène plus pérenne ? Alors, en tout cas, c'est un phénomène qui est mondial. C'est-à-dire qu'en réalité, même dans des pays qui n'étaient pas des pays extraordinairement touristiques, comme la Grande-Bretagne, en termes de, à part Londres évidemment, ont une consommation intérieure domestique qui s'est accrue de façon importante. L'Allemagne, c'est pareil. La France, vous le savez. Bon, tu l'as pas dit, mais je suis aussi élu en Occitanie, je suis président d'un office de tourisme, et on a vu dans la région Occitanie que maintenant, je dirais le tourisme occitan est devenu, et de loin, le plus dynamique. Le plus fort, il l'était, mais le plus dynamique, il l'est aussi. Donc cette tendance, elle est réelle. Bon, c'est peut-être aussi un sujet qui est de dire, et on en reparlera avec les prix de l'aérien tout à l'heure, mais il est vrai qu'il y a une pression économique à ce que la consommation
je dirais, de proximité soit plus forte. C'est peut-être une des solutions au problème évoqué par Michel tout à l'heure. C'est-à-dire que est-ce qu'on ne va pas tendanciellement à voyager moins souvent, plus longtemps, et quand on voyage pas longtemps, plus près. Donc ça, évidemment, toutes les masses vont beaucoup bouger à l'intérieur de ce que nous connaissions. Et le phénomène qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire d'avoir Saint-Domingue concurrent d'une station de ski, par exemple, hein, puisque c'est exactement ça, eh bien, est-ce que c'est un phénomène durable, pas durable? Et ça, on va en parler en fonction de la montée en puissance du transport. Donc on voit bien qu'effectivement, il y a un lien extrêmement fort entre les tendances, les freins, et les accélérations de comportement. Et c'est ça qui va se passer. Un phénomène durable, selon Christian. Jean-Baptiste, d'accord ou pas d'accord? Pas trop d'accord. Ouais. En fait, tout à l'heure, tu as dit contraint. Et donc, je pense que l'explosion qu'on a vue du tourisme de proximité, qui existait quand même déjà, hein, elle a été liée au fait que les gens ne pouvaient pas partir. Bon, ok, d'accord. Mais ensuite, qu'est-ce qu'on a vu en montagne, par exemple, cet hiver? On a vu que le tourisme de proximité, la consommation par les locaux était beaucoup plus forte. Mais pourquoi? Parce que l'offre a été libérée des clientèles étrangères lointaines notamment. Donc forcément, il y a des capacités qui sont disponibles. Donc les gens de Lyon ou de Chambéry se disent tiens, je vais aller skier à la journée, j'y vais, il fait beau, j'y vais. Et on peut aller voir la Tour Eiffel parce qu'on sait qu'il y a moins de touristes. Donc, en fait, quand l'offre se libère, eh ben, il y a un système de flux qui fait qu'il y a des gens plus proches qui vont y aller. Mais quand les clientèles vont revenir avec des pouvoirs d'achat très forts, moi, je ne suis pas certain que les Français en proximité de Courchevel, ils vont retourner à Courchevel. Alors, je ne dis pas que les Russes vont revenir tout de suite, mais... Voilà, je pense que l'offre est quand même très importante. Quand l'offre se libère, elle est prise par quelqu'un d'autre. Surtout si les prix baissent. Alors avant d'interroger Franck Louvrier sur ce sujet, Michel Durieux, vous en pensez quoi? Sur le plateau, on a deux personnes qui ne sont pas d'accord hein, sur ce fameux tourisme de proximité. Il y en a un qui dit c'est pérenne, l'autre qui dit attention, ça peut être que temporaire. C'est quoi votre avis? Alors d'abord, je vais dire, la proximité, elle a toujours existé. La première destination des Français, c'est la France. La première destination des Espagnols, l'Espagne. La première destination des Italiens, l'Italie. Et donc après, il y a les Anglais, oui, effectivement, qui bougent. Mais attention, les Français voyageaient déjà massivement en France. Utopia, par exemple, nous, notre clientèle, elle vient déjà, historiquement, d'un rayon à peu près de 300 km. Donc là, on a eu une intensification. Pourquoi? On n'avait pas le choix. Donc, par contre, on voit que dès qu'on rouvre les frontières, les gens ont quand même tendance à repartir. Et ensuite, je ne voudrais pas qu'on regarde ça par la lorgnette juste française. Les étrangers, les Chinois, ils sont encore fermés. Là, moi, je reviens ce matin du Chili. C'est encore compliqué de voyager. Donc, attention, ces mouvements, il va falloir qu'on les observe, il va falloir qu'on les analyse. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on s'est rendu compte que pendant le confinement et pendant cette période Covid, on a regardé en permanence jusqu'où on pouvait aller. À un moment, c'était le département, après les régions, après on a pu sortir. Donc là, attention aux conclusions hâtives de proximité. On se fait un tout petit peu plaisir. On est plusieurs à être politiques en même temps sur le plateau, mais je dirais, on fait plaisir aux populations et aux habitants en disant que maintenant le tourisme est un tourisme de proximité. On a les excursionnistes, oui, ça c'est de la proximité. Peut-être que dans la fréquence des voyages, il y en aura plus à l'intérieur et on en fera peut-être moins à l'extérieur, mais je ne le crois pas. Et je pense que quand les populations internationales qui n'avaient pas la capacité financière et économique avant de voyager, les Chinois, ils étaient en phase de croissance. Demain, ça sera l'Afrique qui sera en phase de croissance et qui pourra voyager. Je ne crois vraiment pas que dans les années à venir, le voyage international diminuera. Franck Louvrier, c'est quoi, vous, votre avis? Est-ce qu'on se fait plaisir avec le tourisme de proximité ou est-ce que vous l'observez, vous, au quotidien? Vous avez des Nantais, des Angevins qui viennent de plus en plus sur votre territoire ici? Bon, d'abord, je pense que la crise a permis aux Parisiens de découvrir la Tour Eiffel. Cette image-là, en fin de compte, c'est que ce qui s'est passé, c'est qu'on s'aperçoit que les habitants d'une région n'avaient pas toujours l'habitude
de savoir quel était son potentiel touristique. Et ça a été révélateur. Alors maintenant, quelles sont les conséquences de tout ça? Est-ce que c'est durable? Sans doute, pour la simple et bonne raison, c'est que les périodes de congés sont éparpillées dans l'année. On ne part pas du 1er juillet au 31 août. Et donc, il y a aussi là-dedans une volonté du consommateur touriste de dire, bah tiens, j'aurai des moments où je redécouvrirai, je vais continuer à redécouvrir ma région, et puis il y en a d'autres où je continue à aller à l'étranger ou sur d'autres régions extérieures à celles que je fréquente. Donc je pense que ça a permis d'accentuer la diversité de l'offre à l'endroit du touriste, et donc de ce fait-là, sans doute que ça a été bénéfique, et on le voit bien dans les résultats. Moi, je vois, alors au-delà du phénomène du moment, on le voit quand même qu'on a gardé une queue de comète de Français qui avaient sans doute pris l'habitude systématiquement d'aller à l'extérieur des frontières régionales et qui maintenant continuent quand même à fréquenter un peu parce qu'ils se sont aperçus qu'à côté de chez eux, il y avait aussi des choses sympas, et notamment en famille, etc. Donc voilà, donc ça a sans doute diversifié la consommation du touriste. Donc ça, c'est quand même un phénomène intéressant. Je pense que c'est assez durable parce que de ce fait-là, c'est quand même des vacances parfois moins chères. C'est des vacances sur des courtes durées, et on cherche aussi maintenant, avec le développement, bien sûr, des 35 heures, le développement des semaines, je dirais, où on peut travailler chez soi pour certains métiers, tout ça fait qu'on profite aussi d'offres qui sont plus courtes, plus faciles à organiser dans son agenda familial. Donc voilà, donc je pense que ça a été bénéfique. Je ne dis pas que ça va être systématique, c'est qu'il y a un équilibre qui se refait, qui est plutôt sympathique. Et dont on profite. Donc ça là-dessus, moi je pense que c'est vraiment un apport positif. On va peut-être donner deux très vite, Michel. Même, hein. Oui, mais les compagnies low cost, EasyJet, Ryanair, tout ça, elles sont déjà revenues à leur volume d'après-crise, alors que la capacité d'avant-crise, alors que la capacité aérienne mondiale a détruit 30% de ses capacités. Ça veut dire qu'on voit que le très long courrier, entre guillemets, souffre, mais certainement parce qu'il y a encore des pays fermés, 2 parce qu'il y a encore des barrières, 3 parce que le business travel qui finançait le long courrier n'est plus présent dans les avions. Donc tout ça, ça met en difficulté la capacité aérienne. Donc c'est pour ça que ça ne redémarre pas. Et de l'autre côté, ce qui est le vol aérien moyen courrier et court courrier des low cost, il est déjà reparti. Donc attention, on voit bien que cette tendance, elle est déjà en train de s'effacer, même si on a réellement cette volonté. C'est pour ça, entre la parole et la réalité, il y a 2 choses différentes. Et par rapport à ce qu'on est en train de dire, attention, le voyage international, et c'est peut-être malheureux, mais c'est comme ça, mais on a des destinations comme l'Espagne, la Tunisie, le Maroc, qui sont moins chères en prenant l'avion que de partir sur nos destinations nationales. Donc là, il y a un problème qu'il faut prendre et on ne peut pas le nier. On ne peut pas dire que les Français partiront en France. Non, vous avez plus de monde qui ne part pas. Et donc là, on ne peut pas dire oui, ils partent plus en France, et en même temps, on voit qu'ils ne partent pas parce qu'ils ne peuvent plus partir à l'international où c'était moins cher. Donc là, attention aux conclusions. Oui, tout à fait. Et on voit réapparaître en effet les petits prix avec les compagnies low cost. On voit réapparaître des billets à 9 euros, un peu moins de 10 euros. Ça n'a pas disparu, évidemment. Ça favorise le surtourisme. Jean-Baptiste, une petite précision. Juste rebondir sur ce que disait Franck Louvrier, sur en fait, quelque part, la crise a permis d'ouvrir ou de réouvrir le champ des possibles, et donc pour les touristes de faire plusieurs choses à la fois, donc de redécouvrir sa région. En tant qu'excursionniste, ça pose aussi la question de l'hébergement, parce que il y en a peut-être moins de consommation. Et je voulais juste donner une anecdote personnelle qui m'a quand même frappé. Moi, ma fille aînée qui a 26 ans, elle est partie avec son compagnon 10 jours en Malaisie. Grand voyage, l'avion, machin, elle est écolo, pur jus, tout ce qu'on veut. Bon, ça l'a pas dérangé. Elle est rentrée. Et en rentrant, elle a décidé, avec son compagnon, de s'acheter une petite tente avec sac à dos. Et ils vont maintenant partir
dans la région, autour de la région parisienne ou pas loin, pour aller faire du camping basique, etc. Donc en fait, elle fait deux choses complètement différentes. Je crois qu'on peut plus, comme vous disiez, mettre les gens vraiment dans les cases. On peut faire vraiment deux choses très différentes simultanément, quoi. Christian, on va parler du sujet qui vous anime, les modèles économiques. Enfin. Christian, mais on a vu que Michel a commencé évidemment à l'aborder. Évidemment, tous ces sujets de tourisme responsable sont en train sans doute de modifier les équilibres économiques de certains acteurs, notamment les compagnies aériennes. Évidemment, en ligne de mire, on parle d'une taxe carbone, notamment pour les compagnies aériennes. Et puis, elles ont des investissements absolument colossaux. Je crois qu'IATA prévoyait 2000 milliards de dollars d'investissement d'ici 2050 pour essayer d'arriver à ce fameux avion vert. On a un secteur du tourisme qui était fondé sur le volume, sur les petits prix. Est-ce que ça, c'est en train de changer, selon vous ? Il y a une chose qu'il faut évoquer aujourd'hui, c'est quand même la crise énergétique. Et le prix des énergies fossiles, lié effectivement à la situation Covid, mais aussi lié maintenant à la situation des conflits internationaux. On a pensé que c'était quelque chose qui pourrait être conjoncturel. Là, maintenant, les économistes, les prévisionnistes commencent à nous dire que c'est structurel. C'est-à-dire que voilà, le prix du kérosène, le prix des fuels, le prix du gaz va augmenter et restera à un niveau élevé. Donc ça, c'est un vrai sujet, entre nous soit dit, parce que, vu ce qu'on a dit tout à l'heure, évidemment, le point d'échappement, c'est le problème d'échappement du prix. C'est-à-dire, dans le modèle économique que je citais tout à l'heure, dit productiviste, je baisse mes coûts, mes prix et j'augmente mes volumes. Le problème, c'est que maintenant, les prix peuvent ne plus être suffisamment élastiques, entre guillemets, pour créer les volumes. Donc le point d'échappement de ça, c'est effectivement de restaurer les marges, parce qu'il est absolument essentiel que ce secteur, qui est un secteur dont les marges sont extrêmement faibles, pour ne pas dire beaucoup trop faibles, n'ait pas la possibilité et de sa transformation et, je dirais, de son réinvestissement. On l'a vu dans des secteurs, par exemple la résidence de tourisme. Quel est le problème ? Un des problèmes fondamentaux, c'est le réinvestissement, qui n'est pas prévu dans le modèle économique. Donc si on ne peut pas réinvestir, même pour rénover, on peut pas réinvestir pour se transformer. Donc le phénomène, à mon avis, qu'on est en train de voir petit à petit, même si on voit encore des prix avec l'aérien aujourd'hui, mais l'aérien est en surcapacité. Donc tant qu'il est en surcapacité, que les ajustements d'offres ne se seront pas faits à la baisse, évidemment il y aura des prix qui seront bas. Donc il ne faut pas regarder les prix de maintenant, il faut essayer de se projeter un tout petit peu sur les conséquences à la fois du carburant et puis demain des ajustements absolument nécessaires qui vont se faire entre les compagnies low cost et les compagnies legacy d'une part, y compris en moyen courrier. On le voit très bien, Air France se retire pratiquement du moyen courrier. C'est Transavia qui prend la suite, mais c'est vrai partout. Toutes les autres compagnies, les Anglais l'ont fait depuis des années. Donc c'est vrai qu'il y a encore de la marge de progression pour les low cost, mais à terme, quand on regarde la marge de progression pour avoir un effet d'élasticité tarifaire pour augmenter la demande par rapport à l'aérien, moi j'y crois pas. On le regarde aussi, le prix du ferroviaire reste relativement élevé et le restera pour toutes les raisons qu'on connaît, c'est-à-dire il y a des investissements lourds dans le ferroviaire, c'est pas quelque chose de gratuit, donc forcément il y a des prix qui sont élevés. Et puis c'est vrai, on en parle, la révolution évidemment du premier moyen de transport du tourisme dans le monde qui s'appelle la voiture, parce qu'on parle beaucoup de l'aérien, on parle beaucoup du fer, mais en fait la réalité c'est la voiture. Donc tant que la voiture n'est pas complètement décarbonée, mais elle va l'être, eh bien, effectivement, les différentes, je dirais, répartitions entre, je dirais, le transport des touristes ne sera pas celui que nous pensons aujourd'hui. Donc, il y aura un effet aussi sur cette décarbonation. Mais ça veut dire, Christian, que les prestations touristiques vont coûter de toute façon demain plus cher qu'aujourd'hui. Mais oui, et tant mieux. Quoi qu'il arrive. Et tant mieux, et enfin. Alors, tant mieux et enfin. Sauf voilà, que, tant mieux et enfin. Alors,
Tant mieux, enfin. Sauf que, est-ce qu'on ne va pas favoriser un tourisme élitiste qui va exclure toute une partie de la population? Michel le disait, justement. Hein. Le salaire médian en France, c'est 1 800 €. Est-ce qu'on n'exclut pas de facto toute une partie de la population si les prix augmentent? Et encore, on est en France où il y a des prestations sociales. Imaginez, dans d'autres pays, c'est encore pire. Donc, effectivement, la question qui va être levée, et très vite, c'est d'une pression sociale, pour le coup. Et il va falloir avoir des réponses adaptées à cette pression sociale de demande de voyage et de déplacement. Donc ça, c'est les pouvoirs publics. Et ça, c'est des prestations sociales. C'est pas au secteur à générer lui-même. C'est les effets, je dirais, par le modèle productiviste de l'accessibilité au Donc marché. les prestations sociales vont servir à payer les vacances? En partie, mais pourquoi pas? Non, mais non, c'est une question. Pourquoi pas? Jean-Baptiste? Michel a envie de réagir avant sur ce qu'on vient d'entendre? Alors, c'est un peu la continuité de ce que je disais tout à l'heure. Il y a une réflexion à avoir. Alors, prestations sociales, peut-être. Modèle économique nouveau, certainement. Quand on parle, par exemple, du camping, donc Utopia est un exemple, mais le camping en général, c'est notre première capacité d'hébergement touristique en France. On l'oublie souvent. Par contre, il est pratiquement impossible en France de créer des campings, de nouveaux campings. C'est-à-dire, on veut faire un tourisme léger, avec un modèle économique accessible, avec des tarifs accessibles. Par contre, on va vous interdire d'aller créer un camping dans le monde rural ou en zone de montagne s'il n'y a pas continuité urbaine. C'est-à-dire là, on arrive à quand même un paroxysme sur lequel on nous demande de faire plus de nature et plus de tourisme nature sans faire évoluer la réglementation pour qu'on puisse aller s'implanter dans la nature. Donc la protection de la nature, elle peut se faire et elle doit se faire avec des contraintes encore plus strictes, mais par contre, il va bien falloir adapter aussi nos réglementations pour qu'on puisse créer de nouveaux modèles économiques. Et sur la partie de voitures décarbonées, comme le disait Christian, effectivement, ne l'oublions pas, 85% des déplacements touristiques en France, ils se font en voiture. Donc, il va y avoir décarbonation, les voitures électriques. On est en train de passer sur du tout électrique. Ça va nous poser de nouveaux problèmes au niveau touristique. Sur les destinations, les campings, les destinations touristiques, les villages, rien n'est prévu actuellement pour augmenter les capacités électriques de ces destinations pour pouvoir accueillir des touristes qui vont maintenant venir avec des voitures électriques. C'est-à-dire, dans les 5-10 ans à venir, aucun de nos campings n'est en capacité de pouvoir augmenter sa capacité électrique pour pouvoir accueillir tous les campeurs qui viendront avec des voitures électriques. Et là, ce n'est pas juste mettre des bornes électriques, c'est que les transformateurs et l'électricité qui arrivent sur les villages et sur les destinations n'est pas suffisante. On a déjà vécu ça avec les croisières sur Marseille, puisque les paquebots se sont équipés de prises gigantesques pour arrêter les moteurs et brancher les prises. On a pu, sur le port de Marseille, équiper que 5 quais, 5 bateaux à la fois. Parce que la capacité électrique qui arrive sur le port de Marseille n'est pas suffisante pour en rajouter d'autres. C'est la même chose sur les quais de Bordeaux. Hein. Donc, c'est des questions qu'il va falloir anticiper, parce qu'autrement, on croit à des tendances, mais elles ne sont pas réalisables et réalistes matériellement. On a bien compris. Réglementation et technique. On a bien compris. Alors aussi avec des prix de véhicules électriques qui sont totalement prohibitifs pour l'instant. Jean-Baptiste. Oui, moi je suis tout à fait d'accord. Là pour le coup, je pense que les prix vont augmenter. Oui. Mais par contre, moi j'ai pas envie de dire tant mieux. C'est-à-dire que ça me gêne. C'est un tourisme élitiste qui est en train de se profiler. Michel Durieux cite le cas du camping. Si on prend le cas des stations de ski, c'est quand même des gros volumes. Hein, les sports d'hiver, avec le réchauffement climatique, les stations de moyenne montagne ferment ou arrêtent. Les saisons se raccourcissent, il n'y a plus de neige. Et puis, dans les stations de plus haute montagne, on parlait d'on ne peut plus ouvrir un camping. C'est impossible de créer un nouveau télésiège, un nouveau téléviseur. C'est impossible. On ne peut que les remplacer. Donc,
on revient toujours à l'offre et la demande. Je veux dire, la demande augmente de manière un peu naturelle avec l'augmentation de la population, et l'offre baisse ou stagne. Donc mécaniquement, les prix augmentent. Et après, le dernier point, je ne sais pas si on va l'aborder, mais pour moi, le vrai changement, c'est un problème de ressources humaines et de management de la crise du Covid. Et donc là, est-ce que la solution, ça va pas être aussi d'augmenter les salaires? Et donc ça va renchérir encore les coûts. Enfin bref, on est quand même dans une situation qui me paraît difficile, compliquée. Franck Louvrier, votre avis sur cette question des prix. Vous évoquiez dans votre introduction un tourisme plus qualitatif. Vous disiez qu'il fallait sans doute laisser tomber les objectifs chiffrés et être sur un tourisme un peu plus qualitatif. Est-ce que ça signifie aussi, de toute façon, un tourisme plus cher ? En tout cas, un tourisme qui a plus de marge, parce que c'est normal, quand vous faites ce type d'approche, vous pouvez gagner un peu plus d'argent quand vous êtes dans l'industrie touristique. Moi, je pense que, revenons sur les moyens de transport. Bon, d'abord, l'automobile, elle n'est pas abandonnée. Je suis bien placé pour le savoir. Cette année, j'ai fait l'année de l'automobile. Quand on m'a regardé, on m'a dit complètement fou. L'année dernière, j'avais fait l'année du cheval. Et cette année, pour la ville de La Baule, c'est l'année de l'automobile. Parce que d'abord, l'automobile, ça a été l'un des vecteurs du développement touristique. Si j'avais pas eu l'automobile, il n'y aurait pas de La Baule. En tout cas, en tant que ville touristique. Donc, pour nous, c'est essentiel. Et il faut penser aussi à la voiture de demain. Et là, par exemple, on va développer un plan de bornes électriques sur la ville, parce qu'on voit bien qu'on va en avoir la nécessité dans les années à venir. Donc il y a des investissements à faire qui sont de plus en plus importants. Alors c'est vrai que dans ces investissements, il y a des freins. Et notamment tous les freins environnementaux. Je vous rappelle qu'on est une région qui n'est pas capable de faire un aéroport. C'est accessoire en matière touristique, mais c'est quand même important de le rappeler. On n'a pas été capable de faire un nouvel aéroport, donc je ne vous imaginez pas un camping. Moi ici, j'ai un camping municipal, je transforme, on en parlera, c'est une autre table ronde, mais en logement saisonnier. Parce qu'on n'est pas capable d'avoir un modèle économique sur le camping existant qui a été créé à l'époque des vacances dans les années 50. C'était un camping municipal, comme beaucoup de communes ont des campings municipaux. Et le fait est, c'est que je n'ai plus le droit de développer ce camping pour la simple bonne raison, c'est que comme il est dans un bois classé, le bois d'Escoublac, je ne peux pas faire de piscine, je ne peux pas faire de toboggan, je peux pas faire donc il n'y a pas de modèle économique pour l'entreprise qui en était le gestionnaire, donc je récupère la DSP et je vais en faire des logements saisonniers, ce qui plaira bien évidemment à l'ensemble des professionnels du tourisme. Mais bon, c'est quand même incroyable que même aujourd'hui on n'est plus capable de faire d'aéroport, ça c'est sûr, et de camping aussi. Bon, et ça pose un vrai problème, mais ça prouve bien que derrière tout ça, il faut des investissements qui soient différenciés, qui sont très ciblés. Et là, on en revient à un problème, c'est que le tourisme, en fin de compte, les industries touristiques, c'est des industries bancaires, en fin de compte. Vous investissez en permanence. Je pense que c'est un des rares secteurs où vous êtes obligé de mettre des paquets de millions par an quand vous avez des établissements. Tout ça pour vous mettre aux normes, tout ça pour vous mettre à la hauteur de vos concurrents. Et c'est sans doute l'enjeu de demain, qui est des mois à venir, c'est le mur de dette qui a été créé pendant cette crise. Parce qu'on n'en parle pas, mais c'est ça l'enjeu économique d'aujourd'hui. C'est comment on va franchir le mur de dette qui a été créé, qui nous a permis de faire passer la crise et qui a été très bien géré par le gouvernement, mais qui aujourd'hui maintenant nous pose le problème de comment est-ce qu'on va le faire disparaître. Parce que c'est bien de faire des dettes, mais il faut les rembourser à un moment ou à un autre. Donc c'est tout l'enjeu des PGE. J'ai écouté encore ce matin, est-ce qu'on va rembourser, est-ce qu'on va donner la possibilité d'effacer les PGE, etc. etc. Bon. Mais ça va être ça l'enjeu économique de demain. C'est ça. Et ça, il va falloir y répondre rapidement. Jean-Baptiste, moi, c'était une question, c'est est-ce qu'on a envie de faire encore du développement touristique ? Ça me paraît pas évident. C'est une vraie question. Il nous reste allez, quelques minutes pour que la salle puisse s'exprimer. Vous avez des micros là qui sont de chaque côté. Alors pour des raisons sanitaires, je crois qu'on ne se balade pas forcément avec le micro. Donc c'est comme veulent les organisateurs, mais c'est plutôt la procédure en tout cas. Donc ceux qui veulent commenter, poser une question, vous allez au micro à gauche ou au micro à droite. Il nous reste quelques minutes pour vous écouter. Allez-y, n'hésitez pas. Ou parlez fort, comme vous voulez. C'est quand même mieux dans le micro, oui, parce qu'il y a le monsieur de la vidéo. Pour la vidéo, c'est indispensable de parler dans le micro. Allez, qui veut... c'est toujours le premier, c'est toujours le plus difficile. Hein, c'est normal. Qui va s'exprimer en premier pour, encore une fois, commenter, poser une question, donner un avis? N'hésitez pas, on est là pour ça.
Non, personne se... Si, monsieur, allez, vous êtes deux à vous lever, allez-y, l'un après l'autre. Alors, assez brèves, les interventions, si vous pouvez, c'est gentil, merci. Oui, Patrick Roussin, je représente la FNTV, la Fédération des transports de voyageurs. Vous n'avez pas parlé du tout du tourisme de groupe, vous avez parlé de la disparition du tourisme de masse, mais je voulais savoir quelle était votre vision sur ce secteur. Le tourisme de groupe a-t-il un avenir? Alors, qui veut répondre à cette question? Le tourisme de groupe, Christian, très vite. Le sujet du tourisme de groupe est lié aussi au mode de distribution. C'est pour ça qu'il faut le regarder. Les modes de distribution qui ont été développés récemment, quand même, sont des modes de distribution individuels. Ça, vous avez dû le voir. Et c'est vraiment le sujet. Est-ce que le tourisme de groupe, lui, il a besoin d'avoir la distribution d'un produit de groupe? On va dire les choses, si c'est du regroupement d'individuels. Et si c'est un tourisme de groupe qui est celui du tourisme, je dirais, dont la demande initiale est bien de groupe, on va retrouver les sujets du maïs de tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on a effectivement un tourisme qui doit se structurer autour des besoins de groupe. Dans le monde, aujourd'hui, je ne sais pas, Michel, si tu as aussi, via l'OMT, des ressources, le tourisme de groupe, ce n'est pas celui qui est le plus en croissance. Hein, il faut quand même le dire. Et pourquoi? Pour toutes les raisons qu'on connaît. Alors maintenant, est-ce qu'il n'a aucun avenir? Moi, je ne suis pas spécialiste, donc je ne peux pas vous dire. Je pense que s'il y a une offre qui correspond, je dirais, aux besoins notamment de vieillissement de la population, avec des gens qui peuvent voyager ensemble parce que c'est plus sûr pour eux, oui, certainement. Mais quand je vois les structurations, par exemple, du transport aérien, les compagnies aériennes, et surtout low cost, elles n'aiment pas les groupes. C'est plus cher quand on est en groupe que quand on est en individuel. Donc là, il y a des freins économiques qui commencent à être un peu monstrueux. Michel Durieux, 30 secondes. Tu viens de l'aborder, Christian, c'est important. Le vieillissement de la population renforce le départ des groupes. C'est des groupes plus petits, mais quand la population vieillit, on s'est rendu compte que c'est pareil sur tous les pays. Et donc là, les études de l'OMT le donnent. Des petits groupes de 10 ou 15 qui se regroupent, ils se sentent plus sûrs, ils ont des conditions, ils ont peur de s'embêter en couple passé un certain âge. C'est une réalité. Donc les groupes fonctionnent et vont vivre. On parle de groupes loisirs. Et les tours opérateurs sont en train de se réorganiser pour créer du groupe. Par contre, tout ce qui est groupe maïs, là, il y a une très grosse incertitude, même si actuellement, on est en train de se rendre compte qu'il y a un fort soubresaut et une forte demande là sur les dernières semaines. Moi, Ici. Si vous voulez, Oui, je vais un petit mot sur le tourisme de groupe. Je pense que le tourisme de groupe a un avenir majeur dans notre société. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'on a une population qui vieillit et qui donc a aussi plus de moyens pour voyager et qui donc veut être transportée. Parce que c'est fatigant. Parce que ce qui est fatigant, c'est le transport. Hein, c'est de changer d'avion, c'est de changer. C'est pas d'être en vacances, c'est le transport. Et le fait est, c'est que le tourisme de groupe, qu'il soit maritime, d'où l'avenir des paquebots, ou qu'il soit terrestre, il a un avenir fondamental. Et on a bien fait, notamment dans notre région, d'investir dans les chantiers navals, alors qu'à une époque, je m'en rappelle, on expliquait qu'il fallait fermer les chantiers, parce que le paquebot n'avait plus d'avenir. On voit ce qu'il en est, on en sort, on a un plan de charge rempli pour 10 ans, et on en sort un systématiquement dans le tourisme de loisirs, notamment, et c'est extraordinaire. Tant mieux. La seule chose, c'est que vous avez un enjeu, vous, majeur, qui est le même enjeu que moi, en tant que président de l'île à Presqu'île, c'est-à-dire des transports de la Presqu'île. C'est que demain, on va me demander de ne plus transporter les gens dans des véhicules qui polluent. Et ça va être l'enjeu des paquebots, comme l'enjeu des cars, comme l'enjeu des transports en commun. Et ça, on est lié à la technologie. On n'est pas lié à nous, parce que c'est pas nous qui... On n'est pas ingénieurs. Et aujourd'hui, on bute sur la technologie. Parce qu'on l'a vu, notamment dans l'agglomération voisine d'ici, qui est la Strane, qui ont voulu investir dans des bus à hydrogène. Mais le bus à hydrogène, il vaut 4 fois le prix d'un bus normal. 4 fois le prix. Comment voulez-vous investir dans un bus à hydrogène avec toute la complexité de l'approvisionnement, etc. Donc là, on bute
sur à la fois une volonté de la part des gens de dire oui, il faut plus de tourisme durable, on ne va pas monter dans des bars, dans des bus diesel, etc., etc. Même dans les paquebots maintenant, on voit bien, on nous explique que ça pollue énormément, etc. Donc il faut des nouvelles motorisations, et notamment hydrogène, etc. Mais par contre, je pense que le tourisme de groupe en lui-même, il a de l'avenir. Parce que les gens sont de plus en plus seuls, ils vieillissent de plus en plus longtemps, ils ont de plus en plus de moyens. Donc ce qu'ils veulent, c'est voyager en groupe. Voilà. Ici. Allez-y, on vous écoute. Pierre Denizet, président du RFI Angers Tourisme Lab, mais dans ma longue carrière, 5 ans à la direction de l'urbanisme, j'ai créé les procédures d'unité touristique nouvelles en montagne, etc. Et après, j'étais avocat de droit de l'environnement. Je constate qu'aujourd'hui, en écoutant notamment les exemples sur le problème des campings, qu'on va avoir assez rapidement un système de vases communicants entre la nécessité de créer du développement touristique qui passe pour partie par le déverrouillage de toute une partie du système législatif et réglementaire de protection de la nature et la volonté par ailleurs de limiter le transport aérien, blabla. Et nos braves amis écologistes vont se retrouver confrontés, et le prochain gouvernement aussi, à devoir dire si on voyage moins pour consommer moins de CO2, etc., on fait plus de vacances en France, en gros, et pour les faire en vacances, il faut créer de l'infrastructure touristique qui passe pour partie par le déverrouillage du système actuel de protection, à faire intelligemment. Donc je m'adresse au futur ministre. Ça, c'est une info. Simple maire de la Baule. C'est le scoop de la matinée. Il y a souvent beaucoup de ministrables et peu de ministres à l'arrivée. Voilà. Voilà. Non, mais ce que je veux dire, vous m'avez parfaitement compris. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un enjeu politique fort. Il va falloir expliquer que si on continue à verrouiller la nature en mettant toujours plus, en bloquant tous les développements, remontées mécaniques, camping, et qu'on veut aussi supprimer le transport aérien de moins de 2 heures, blablabla, à un moment, ça se coince et on est dans l'écologie de mort et non plus l'écologie de vie et de développement. Voilà. Franck Louvrier, 30 secondes pour répondre. Ah bah non, bah là c'est pas possible. Non. Moi, je pense que c'est toujours, en fin de compte, notre métier, quand on est élu, c'est de gérer des contradictions. Que vous soyez maire, que vous soyez ministre ou président de la République, c'est en fin de compte à chaque fois de gérer des contradictions. Et c'est très difficile parce que, on le voit bien, il y a à la fois une pression très forte, alors que c'est notre première économie française en matière touristique et de développement touristique, et à la fois, bien sûr, on a cette pression essentielle pour l'avenir de notre pays, de nos enfants et de nos petits-enfants, c'est de protéger notre environnement. Et en permanence, c'est cette contradiction qu'il faut essayer de gérer. Moi, je dis toujours, un maire, c'est très simple. Au début du repas d'un dîner avec des amis, on vous dit, on ne veut pas payer d'impôts, il y a trop d'impôts, et à la fin du repas, il faut plus de policiers dans la rue. Et après, vous vous débrouillez avec ça. Ben, c'est exactement la même chose en matière touristique, c'est-à-dire que je pense que notre enjeu de demain, ça sera celui de la protection de l'environnement. Ça ne sera pas la qualité. Je veux dire, on a toute l'offre que l'on veut en France. C'est pas un hasard si on est la première destination mondiale. La seule chose, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir continuer à monter des modèles économiques rentables pour nos entreprises, tout en ayant comme obsession et comme pression de continuer à préserver notre environnement. Et je crois que ce challenge-là, c'est sans doute le challenge des prochains responsables politiques. Et ça va être très difficile, parce que la preuve, c'est que, je vous prends cet exemple-là, parce que pour moi, c'est un échec. C'est un échec de notre société de ne pas avoir été capable de faire un nouvel aéroport qui était HQE, haute qualité environnementale. C'était une erreur, c'est un échec. Et pourquoi on a raté cet échec? Parce que d'abord, on n'a pas su expliquer ce qu'on allait faire. Parce qu'on a pris trop de temps pour le faire. Parce qu'on s'est fait bloquer par des minorités qui, en fin de compte, portaient des messages qui étaient négatifs à l'endroit du développement et de la protection de l'environnement. Parce que c'est ça, là. Donc il faut vraiment qu'on tire les leçons de ces échecs-là pour essayer de réussir ce qu'on a à faire demain et de continuer à prospérer notre activité touristique, parce que c'est quand même notre première industrie. Et parfois, les politiques ont du mal à l'assumer. Et je veux dire, le but, c'est pas de mettre un ministre du tourisme ou un premier ministre du tourisme ou je sais pas quoi. Le but, c'est qu'il faut bien qu'on intègre le fait que c'est une économie essentielle de notre pays. Il y a l'industrie, bien sûr, mais l'industrie touristique, je dis l'industrie lourde, l'industrie touristique, c'est vraiment un secteur dans lequel il va falloir qu'on innove. Et l'innovation,
Et là, la région, elle était très présente dans tout ce qui est proposition de concours d'innovation, etc. Parce que nous, on en a besoin, parce qu'on s'enrichit de ces innovations pour créer de nouvelles entreprises. Et l'innovation, elle va être essentielle. Je discutais hier avec une entreprise de drones. En matière touristique, on va avoir des choses formidables à faire avec les drones. Formidables. Et là, on est dans des drones électriques, sans bruit, etc. Donc voilà, donc on a des, je dirais, des pans entiers à découvrir et à développer. Mais la difficulté, ça va être de gérer ces deux contradictions. Je pense que c'est vraiment l'enjeu des mois à venir pour notre pays. On a parlé en tout cas de beaucoup de choses. On a parlé pour ce tourisme d'après-Covid, on a parlé de tourisme durable, on a parlé de tourisme de proximité. On aurait pu aborder aussi bien d'autres sujets, un voyageur hyper connecté, on aurait pu parler d'hyper-personnalisation qui est en train d'arriver aussi. Bref, de tout un tas de sujets. On n'a pas le temps de tout aborder. La question centrale derrière tout ça, elle a été évoquée, c'est la question du modèle économique, sous la pression des coûts, notamment environnementaux, sous le besoin de restaurer des marges, le mur de la dette dont a parlé Franck Louvrier, évidemment. Il y a une forte probabilité de renchérissement des prestations touristiques et évidemment le risque d'avoir un tourisme plus élitiste. Et ça, ce sera une question sans doute centrale pour les prochaines années. On remercie nos 4 intervenants. Merci à eux. Merci Michel. Merci.